Les différents types de dosage par étalonnage. D'abord, qu'est-ce qu'un dosage par étalonnage? Eh bien, cela consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution en comparant une grandeur physique, conductance, absorbance, tension électrique, etc. de la solution, avec la même grandeur physique mesurée pour des solutions étalons. Solution étalon, ça veut dire solution dont on connaît avec précision la grandeur physique. On distingue deux types de dosage par étalonnage, le dosage conductimétrique et le dosage spectrophotométrique que nous allons voir maintenant. Dosage par étalonnage avec un conductimètre. On rappelle la loi de Kolchroo. La conductivité sigma d'une solution ionique diluée est proportionnelle à la concentration ionique C en soluté apportée. Sigma égale K fois C. Les unités légales, sigma est en Siemens mètre moins 1, K, la constante, est en Siemens mètre carré mol moins 1, et la concentration est dans l'unité légale, c'est-à-dire la mol par mètre cube. Posons le problème suivant. Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium. Comment déterminer la concentration en chlorure de sodium dans le sérum physiologique, sachant que l'on dispose de solutions étalons de chlorure de sodium de concentration connue et d'un conductimètre? Je vous laisse réfléchir. Premièrement, on mesure la conductivité de chaque solution étalon. Ici, dans ce tableau, on a noté les concentrations des solutions étalons ainsi que leur conductivité. Petit 2, on trace la courbe représentant la conductivité sigma en Siemens mètre moins 1 en fonction de la concentration C des solutions étalons. En 3, on mesure la conductivité sigma 1 de la solution de concentration C1 inconnue. Par exemple, sigma 1 égale 1,4 Siemens mètre moins 1. Il nous suffit de reporter sur la courbe d'étalonnage 1,4 Siemens mètre moins 1 pour trouver ici la concentration C1 de la solution inconnue. Comment déterminer la concentration C1 inconnue connaissant la conductivité sigma 1? Alors, on a vu une première méthode graphique. Je trace la courbe d'étalonnage. Pour la valeur de sigma 1, eh bien, correspond la concentration C1 et on trouve la valeur de C1. Autre méthode, on détermine l'équation de la droite. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer la relation entre sigma et C. Sigma égale K fois C. La conductivité est proportionnelle à la concentration puisque la représentation graphique de sigma en fonction de C est une droite qui passe par l'origine. Comment on détermine la pente de cette droite? Eh bien, on prend deux points, M0, M2. On détermine leurs coordonnées, C0 sigma 0 et C2 sigma 2. Que vaut la pente K? Eh bien, la pente K, elle est égale au rapport de ce segment sur celui-ci. Ce segment, il vaut quoi? Sigma 2 moins sigma 0, sigma 2 moins sigma 0, sur ce segment qui vaut C2 moins C0. Au passage, quand on veut la pente K en mathématiques, on dit que c'est la différence entre les ordonnées des deux points sur la différence entre les abscisses des deux points. On retrouve cette formule-là. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. K égale sigma 2 moins sigma 0, j'ai pris ces deux points, donc 0,60 moins 0, sur C2 moins C0, 0,036 moins 0. Ce qui nous donne une pente qui est égale à 17. Alors, quelle unité? Eh bien, au numérateur, mon unité est des Siemens mètre moins 1. Donc, Siemens mètre moins 1. Divisé par quoi? Eh bien, ici, des moles par litre. Donc, divisé par des moles litre moins 1. Autrement dit, K est égal à 17 Siemens mètre moins 1 mol moins 1 litre. Une fois qu'on a l'équation de la droite, eh bien, il suffit juste de remplacer la valeur de sigma que l'on a déterminée avec
l'aide du conductimètre pour avoir C. En effet, C égale sigma divisé par K. Dans notre cas, c'est C1 égale sigma 1 divisé par K. Sigma 1, on l'a mesuré, il valait 1,4, ce qui nous donne 1,4 divisé par K qui vaut 17, ce qui nous fait une concentration C1 de 0,084 mol litre moins 1. Voici les deux méthodes nous permettant de déterminer la concentration inconnue. Dosage par étalonnage spectrophotométrique. Quel est le problème? Eh bien, j'ai une solution de diode de concentration inconnue et je veux la doser, c'est-à-dire déterminer sa concentration. Comment faire? J'ai à ma disposition 1, 2, 3, 4 solutions de diode de concentration connue. J'ai également à ma disposition un spectrophotomètre qui est capable de me mesurer l'absorbance de la solution. Et on sait que cette absorbance est une fonction linéaire de la concentration des espèces colorées. Je vous laisse réfléchir. Eh bien, vous l'aviez sans doute compris ou intuité. Ah, si le mot intuité pouvait exister, pourquoi pas. Pour chaque valeur de concentration connue, on mesure l'absorbance. Et on trace ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Donc d'étalonnage. Voilà. Par exemple, celle-ci, celle qui, pour l'absorbance 2, correspondrait à la concentration connue 10 fois 10 moins 3 mol par litre. Et pour une absorbance de 1, eh bien, ça correspondrait à 5 fois 10 moins 3 mol par litre. Alors, maintenant, une deuxième énigme pour vous. Comment faire pour déterminer cette concentration connue? On n'y a toujours pas fait ça. On ne l'a toujours pas fait. Alors, évidemment, ça consiste pour déterminer ces concentrations inconnues de faire quoi? De mesurer son absorbance. On prend la solution inconnue, on la met délicatement dans le spectrophotomètre, sans s'énerver, sans trembler, et sans mettre les doigts sur les surfaces qui vont être transpercées par la lumière, évidemment, et on détermine l'absorbance. L'absorbance inconnue, elle vaut 1,75. Par exemple, je vous demande maintenant une deuxième énigme, comment trouver la concentration à partir de cette absorbance de 1,75. À vous de jouer. Et c'est en mode Pirates des Caraïbes qu'on va faire donc... Et c'est en mode Pirates des Caraïbes qu'on va résoudre ce problème. Alors, première technique, la méthode graphique. À quoi correspond-elle? Bien, tout simplement, le point d'ordonnée 1,75 correspond graphiquement donc à l'abscisse Allez, on va résoudre ce problème en mode Pirates des Caraïbes, j'en ai marre de m'attention. Alors, tout simplement, le point M d'ordonnée 1,75 a pour abscisse, il suffit de faire des traits de construction, a pour abscisse environ 8,5 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc, la concentration inconnue déterminée graphiquement grâce à la courbe d'étalonnage vaut donc 8,5 fois 10 moins 3 mol par litre. Et puis, il y a une autre méthode. Une méthode dite analytique, qui consiste à déterminer la constante K qui relie l'absorbance à la concentration. Donc, c'est tout simplement déterminer la pente de cette courbe. Donc, la pente de cette courbe, que vaut-elle? Eh bien, on va prendre deux points, un point M1 et un point M0. Au point M1 correspond une concentration I de 1 qui vaut 10 fois 10 moins 3 mol par litre. Et puis, une absorbance A1 qui vaut 2. Voilà pour les coordonnées de ce point. Le point M0, je peux le prendre ici à l'origine, mais attention, le point M1, il faut bien le prendre sur la courbe. Sinon, vous déterminez une mauvaise pente. Donc, je prendrai I2
0 qui vaut 0 mol litre moins 1. Et puis A2, A0 pardon, qui vaut 0. Attention, j'ai bien indiqué les unités car la pente a une unité. Que vaut K? Eh bien K, c'est le rapport de ce segment, c'est-à-dire A1 moins A0 sur ce segment qui vaut I2,1 moins I2,0. On fait le calcul. K égale donc A1 moins A0, ça fait 2,0 moins 0 divisé par I2,1 qui vaut 10 moins 3 moins 0, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3. Ce qui nous fait 10 moins 2, 2,0 fois 10 puissance 2. Alors attention, quelle unité? Eh bien, le numérateur est sans unité. On le remplace donc par 1. Les concentrations sont en mol litre moins 1. Donc l'unité sera des 1 sur des mols, c'est-à-dire mol puissance moins 1, fois quoi? 1 sur litre moins 1 fois des litres. Une fois qu'on a la constante K, il suffit de l'utiliser pour déterminer la concentration inconnue, sachant que A indice I égale K fois CI, ça nous fait CI égale AI sur K. Application numérique, concentration inconnue. Roulement de tambour, on va savoir si on trouve la même valeur pour les deux techniques. Eh bien, A indice I, c'est 1,75 divisé par K qui vaut 2,0 fois 10 puissance 2. Et ça nous fait 8,7 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. N'oubliez pas ici de mettre une petite trait de soulignement sur votre résultat. 8,7 10 moins 3, 8,5 10 moins 3. On retrouve à peu près les mêmes valeurs par la technique analytique et la technique graphique. En conclusion, pour ce dosage par étalonnage spectrophotométrique, eh bien, imaginons qu'on ait du Lugol, qui est une solution de concentration d'iode inconnue. Comment est-ce qu'on pourrait la doser par spectrophotométrie? Eh bien, en 1, on détermine l'absorbance de 6 solutions étalons de diode de concentration connue. En 2, eh bien, on trace la courbe d'étalonnage A en fonction des concentrations en diode connues. En 3, on mesure l'absorbance de la solution de Lugol de concentration inconnue. Et en 4, on la détermine graphiquement ou analytiquement avec l'équation de la droite, la valeur de cette concentration inconnue. Définition d'un dosage par titrage direct. Un dosage par titrage direct met en jeu une réaction chimique entre un réactif titrant et le réactif dont on veut déterminer la concentration, le réactif titré. Une réaction de titrage direct doit être rapide et totale. Alors voilà le schéma de dosage que vous devez connaître. Une burette graduée contient la solution titrante de concentration connue. L'Erlenmeyer ou le Bécher contient la solution attitrée dont on veut déterminer la concentration et on mélange grâce à un barreau aimanté qui est disposé au-dessus d'un agitateur magnétique. Vous allez voir dans les parties de cours suivantes les 3 types de dosage par titrage direct, le dosage pH métrique, conductimétrique ou colorimétrique. Quand est-ce qu'on atteint l'équivalence d'un titrage ou d'un dosage? Eh bien, lorsque le réactif titrant et titré ont été introduits dans les proportions stoichiométriques dans l'Erlenmeyer. On peut déterminer alors la concentration de la solution attitrée. Prenons l'exemple de cette réaction de titrage avec l'équation suivante, A fois grand A plus B fois grand B égale C fois grand C plus D fois grand D, avec A, B, C et des nombres stoichiométriques. Eh bien, l'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont entièrement réagi, ce qui nous donne ici comme relation le nombre de moles de A initial de produit attitré divisé par son coefficient stoichiométrique est égal au nombre de B versé à l'équivalence, donc le réactif titrant divisé par son coefficient stoichiométrique. Généralement,
A et B valent 1 en terminal S, donc on aura le nombre de moles de A initial présent dans l'Erlenmeyer égale le nombre de moles de B que j'ai versé à l'équivalence. Réaliser ce petit exercice, nous avons l'acide éthanoïque qui est dosé par l'hydroxyde de sodium, la soude, et écrivez ce que l'on obtient à l'équivalence. On rappelle évidemment que la solution à doser est placée dans l'Erlenmeyer et la solution titrante, dans notre cas l'hydroxyde de sodium, est placée dans la burette graduée. Eh bien, à l'équivalence, le nombre de moles d'acide éthanoïque présent dans l'Erlenmeyer est égal au nombre de moles d'ion hydroxyde qui sont versés à l'équivalence, divisé par 1 et 1, puisque les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1. Exprimer la concentration maintenant de la solution d'acide éthanoïque que l'on a et qui est présente dans le bécher et que l'on cherche. Le nombre de moles égale la concentration fois le volume. Pareil pour le nombre de moles de H-. Autrement dit, la concentration inconnue en acide éthanoïque est égale à la concentration de base fois le volume de base versé à l'équivalence divisé par le volume d'acide présent dans l'Erlenmeyer. Bien, qu'est-ce qu'on appelle l'équivalence d'un dosage ? Je vous ai ici dessiné le schéma d'un dosage. Dosage de l'acide éthanoïque de concentration inconnue, de volume 10 ml, par de la soude de concentration connue, Cb, égale 1,0 fois 10 moins 1 mol par litre. Bien. Je vais vous demander dans un premier temps d'écrire l'équation chimique de dosage et puis de remplir ce tableau correspondant au nombre de moles des réactifs à l'état initial, avant équivalence, à l'équivalence et après équivalence. À vous de jouer. Bien, l'équivalence correspond à quoi? Eh bien, elle correspond au fait que les réactifs sont entièrement consommés, c'est-à-dire l'acide éthanoïque ici et la base H- que je vais verser dans le bécher, et ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est la base de l'équivalence. Alors, à l'état initial, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, il faut d'abord écrire l'équation qui se passe, c'est-à-dire l'acide CH3CO2H va donner un ion H+, puisque c'est un acide, à la base H-, pour donner, eh bien, H- plus H+, de l'eau, H2O. Comme H2O est en large excès, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit dans la colonne correspondante qu'il est en excès, puisque c'est le solvant, et va donner également la base conjuguée de cet acide éthanoïque, c'est-à-dire l'ion éthanoate. À l'état initial, combien j'ai de moles d'acide éthanoïque? Eh bien, la concentration fois le volume. Combien j'ai versé d'H-? 0. Combien j'ai produit d'ion éthanoate? 0. Avant équivalence, j'ai versé ici des ions H- qui ont entièrement réagi, puisqu'une réaction de dosage est totale. J'en ai versé combien? Eh bien, Cb fois le volume Vb que j'ai versé. Moins Xmax égale 0. Tous les ions H- qui sont tombés dans le bécher ont entièrement réagi. Combien est-ce qu'il me reste de CH3CO2H? Eh bien, ce qu'il y avait au départ, CaVa. Moins quoi? Ben, ce qui a réagi, c'est-à-dire Xmax. Moins Xmax. C'est-à-dire moins CbVb. Supérieur à 0, il me reste l'espèce chimique, à titrer, c'est-à-dire CH3CO2H. Combien j'ai produit d'ion éthanoate? Ben, Xmax, c'est-à-dire, eh bien, CbVb. À l'équivalence, les deux réactifs ont entièrement réagi. Ils sont mis dans les proportions stoichiométriques. Ici, les proportions stoichiométriques, c'est 1 mol pour 1 mol. On a à ce moment-là CaVa moins Xmax à l'équivalence qui vaut 0. Évidemment, Cb fois le volume de base versé à l'équivalence moins Xmax à l'équivalence qui est égal à 0. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a?
eh bien, on a X max équivalence qui vaut CAVA, X max équivalence qui vaut CBVBE. On a à ce moment-là, à l'équivalence, quelle relation fondamentale? Eh bien, CAVA égale CBVB à l'équivalence. Cette relation va nous permettre de déterminer CA. Pourquoi? Parce que CA va être égal à quoi? CB fois le volume de base vers celle équivalence divisé par VA. Où est-ce qu'on va regarder le volume de base vers celle équivalence? Eh bien, directement sur, ici, eh bien, la burette graduée. Combien est-ce qu'on aura produit à ce moment-là d'ion éthanoate? Eh bien, X max à l'équivalence, c'est-à-dire CBVB à l'équivalence. Et enfin, après équivalence, eh bien ici, j'ai plus d'acide, donc ça reste plus d'acide. J'ai versé quoi? Eh bien, CBVB versé total, moins quoi? Eh bien, CBVB versé à l'équivalence, supérieur à 0. Hein? Plus je verse d'ion H au-, ces ions H- ne rencontrant plus d'acide éthanoïque, eh bien, ne réagissent plus. On a donc à ce moment-là le réactif titrant qui est en excès. Et puis CH3CO2-, on est toujours à X max, c'est-à-dire CBVB à l'équivalence. Voilà ce qu'est l'équivalence d'un dosage. Détermination expérimentale de l'équivalence par un titrage conductimétrique. Nous avons placé dans ce bécher une solution qui contient les ions argent dont nous voulons déterminer la concentration. Dans cette burette graduée, nous avons placé des ions chlorure qui vont titrer les ions argent. Dans le bécher, nous avons plongé une sonde conductimétrique qui est reliée à un conductimètre qui nous affiche la conductivité de la solution. Au fur et à mesure que nous versons la solution d'ion hydroxyde, nous voyons que la conductivité diminue, puis, arrivée à l'équivalence, elle est minimale, et enfin, quand nous continuons à rajouter les ions hydroxyde, la conductivité augmente à nouveau. Pourquoi? Le point équivalent correspond à la conductivité minimale. Pour comprendre l'évolution de la conductivité en fonction du volume de chlorure de sodium que l'on verse dans cette solution de nitrate d'argent, eh bien évidemment il faut exprimer la conductivité. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on écrit l'équation chimique de dosage. Cette équation chimique de dosage, elle met en présence deux espèces chimiques, nitrate d'argent, chlorure de sodium. Ag++ plus L- va nous donner un précipité de chlorure d'argent, donc du chlorure d'argent solide, plus eh bien, les deux ions spectateurs que sont l'ion sodium et l'ion nitrate. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau d'avancement. Généralement, on n'oublie pas que les ions nitrate et sodium sont dans le mélange réactionnel, donc participent à la conductivité, c'est normal, ce sont des ions. Et les ions, c'est positif ou négatif, donc ça participe à la conduction du courant électrique. Donc Ag++ plus Cl- donne AgCl. Avant équivalence, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un certain nombre de moles d'ion Ag+, donc une certaine concentration que je vais noter Ci, moins, eh bien, X max sur V, la réaction est totale, toute réaction de dosage est totale, je vous rappelle. Ici, les Cl-, j'en ai versé une certaine quantité, que je vais appeler C1 fois le volume V1, le nombre de moles, tombe ici dans le bécher. Donc C1V1, c'est le nombre de moles, divisé par le volume. Mais attention, le volume V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le volume V2 que j'ai déjà à l'intérieur de ce bécher, V2 plus V1. Donc attention, le volume V, il est égal à V2 plus V1. Et ce volume évolue puisque le volume V1 qui tombe dans le bécher augmente. Et nous avons ici ce nombre de moles divisé par le volume, moins X max sur V, égale 0. Le réactif titrant est en défaut dans le bécher parce qu'à chaque fois qu'un ion chlorure tombe dans ce bécher, il réagit avec l'ion argent. Et on obtient du chlorure d'argent à quelle concentration? Eh bien, X max sur V.
Bien. À l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la concentration initiale, moins X max à l'équivalence sur V égale 0. Il n'y a plus d'ion argent. Il n'y a plus non plus d'ion chlorure, donc on a C1, V1 à l'équivalence sur V moins X max à l'équivalence sur V égale 0. Et on a obtenu X max à l'équivalence sur V de chlorure d'argent. Exprimons maintenant la conductivité de la solution avant équivalence. Eh bien, c'est la somme des conductivités molaires ioniques des ions Cl- fois la concentration des ions Cl- plus la conductivité molaire ionique des ions Na+, fois la concentration des ions Na+, plus la conductivité molaire des ions NO3- fois la concentration des ions NO3-, plus, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, la concentration Na+, Cl-, NO3-, il ne reste plus qu'Ag+, lambda de Ag+, conductivité molaire ionique des ions argent, fois la concentration de argent. Pourquoi cette conductivité diminue? Eh bien, exprimons la conductivité en fonction des concentrations. Cl-, eh bien, on voit qu'avant équivalence, la concentration est nulle. Hop! Na+, eh bien, cette concentration, elle est égale à quoi? Donc, le nombre de moles qui est C1 fois V1, divisé par V. Globalement, on peut dire que V1, eh bien, il va augmenter puisqu'on verse de plus en plus de volume, mais V, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter également. Donc les deux font que cette contribution à la conductivité reste globalement constante. Ensuite, lambda de NO3- fois NO3-, eh bien, lambda de NO3- ici vaut le nombre de moles que je vais appeler N2, nombre de moles versés de nitrate d'argent sur le volume V, fois lambda de NO3-. Comme V augmente, eh bien, ceci va faire quoi? Eh bien, l'ensemble va diminuer. Et lambda de Na+, fois la concentration en ion argent. Eh bien, on voit que la concentration en ion argent, elle diminue. Donc, lambda de Ag+, fois une concentration qui est égale à Ci, c'est-à-dire N2 sur V moins X max sur V, eh bien, cette concentration va diminuer. Donc, il y a deux termes ici qui diminuent et un terme qui reste globalement constant. La conductivité, par conséquent, diminue. On va voir, après l'équivalence, pourquoi la conductivité augmente. Après équivalence, eh bien, il n'y a plus d'ion argent. Je continue à mettre des ions chlorure. Donc, ici, on a à ce moment-là, eh bien, C1, V1, volume V1 étant versé depuis l'origine sur V, moins X max à l'équivalence sur V. Ceci augmentant, nous avons la concentration en ion chlorure qui augmente. Alors, des ions argent, il n'y en a plus. Et hop là, des ions chlorure, la concentration, elle augmente. Ensuite, NO3-, eh bien, NO3-, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue légèrement. Pourquoi? Parce que NO3-, c'est N2 sur V. Le volume augmentant, cette contribution, elle va diminuer un petit peu. Et puis, Na+, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, la concentration en ion argent, en ion sodium, elle va faire quoi? Eh bien, l'ion sodium, on va en mettre C1V1 sur le volume V. V1 augmentant, V augmentant également. Globalement, cette concentration va rester constante. Bon, il y a une concentration qui augmente sur tous ces Cl- et l'autre qui diminue légèrement. Quelle est la contribution qui est la plus importante? C'est celle-ci. C'est pour ça qu'à partir du point équivalent que nous trouvons ici, qui a deux coordonnées, hein, le volume à l'équivalence
et puis la conductivité à l'équivalence, eh bien, nous avons globalement la conductivité qui augmente. Le point d'intersection de ces deux droites va nous donner le point équivalent qui nous permettra de déterminer la concentration du réactif titré, c'est-à-dire la concentration des ions argent. En conclusion, au cours d'un dosage direct conductimétrique, la courbe représentant la conductivité en fonction du volume de solution titrante présente deux droites, le point d'intersection des deux droites et le point équivalent E. Un titrage conductimétrique est utilisé dans le cas où la concentration des espèces ioniques varie au cours du dosage. Pour déterminer la concentration d'une solution inconnue, eh bien, nous pouvons réaliser un titrage pH métrique. Nous allons nous poser la question suivante. Quel point particulier de la courbe représentant le pH en fonction du volume titrant versé dans le bécher correspond à l'équivalence? Grâce à cette animation de l'Académie de Marseille, nous allons voir rapidement comment réaliser le dosage pH métrique. Et dans un premier temps, il faut évidemment étalonner le pH mètre, c'est-à-dire utiliser deux solutions étalons de pH connues afin de régler le pH mètre. Une fois le pH mètre étalonné, nous le plongeons dans la solution de concentration inconnue. Il ne reste plus qu'à verser progressivement le réactif titrant, ici, et de noter pour chaque volume de réactif titrant le pH de la solution. Nous observons qu'à l'équivalence, il y a un brusque saut de pH. Pourquoi? Initialement, la solution était acide, puisque ici notre solution à doser était acide. Et puis, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'acide, donc une seule goutte de base fait basculer le pH à des valeurs supérieures à 7. Nous retrouvons donc un pH basique. Lors d'un dosage pH métrique, on observe une brusque variation de pH à l'équivalence. La dérivée de la courbe pH en fonction du volume titrant passe par un extrémum. On réalise un titrage pH métrique lorsque la réaction de dosage rapide et totale est une réaction acide-base. Pour déterminer le point équivalent, on utilise deux méthodes. La première méthode, la méthode des tangentes. On trace une première tangente à la courbe un peu avant le saut de pH, puis une deuxième tangente parallèle à la première un peu après le saut. On trace une perpendiculaire aux deux tangentes, ça sous-entend que vous avez un rapporteur, et surtout vous avez une équerre, bien sûr. Vous tracez une parallèle aux deux tangentes qui passe par le milieu de la perpendiculaire. Le point d'intersection de la parallèle à la courbe correspond au point d'inflexion, donc au point équivalent. Une fois le point équivalent E déterminé, il ne vous reste plus qu'à déterminer ses coordonnées. Son abscisse correspond au volume de solution titrante versée à l'équivalence et son ordonnée correspond au pH à l'équivalence. La seconde méthode consiste à tracer la dérivée de cette courbe. Quand nous traçons la dérivée de cette courbe, nous avons la pente de cette courbe en fonction du volume titrant. Nous voyons que avant l'équivalence, la pente augmente, puis après l'équivalence, la pente diminue. Donc à l'équivalence, la pente présente un maximum. Sur cette figure, nous avons le pH en fonction du volume titrant et cette courbe représente la dérivée du pH par rapport au volume titrant en fonction du volume titrant. Cette dérivée passe par un extrémum. Cet extrémum est le point équivalent. À partir du moment où nous avons ce point, nous pouvons obtenir le volume titrant à l'équivalence. Dans cet autre exemple, nous dosons une base par un acide. Initialement, le pH est basique puisque le pH mètre trempe dans une solution basique. Puis au fur et à mesure où nous versons ici l'acide, eh bien le pH diminue. La courbe pH en fonction du volume titrant
passe par un extrémum au point équivalent. Ce point équivalent ici va nous donner le volume d'acide à l'équivalence et nous permettre de déterminer la concentration de la solution de base inconnue. Troisième type de dosage, le dosage colorimétrique. Comment déterminer le point équivalent? Eh bien, si on veut repérer l'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré, eh bien, cet indicateur coloré doit être un couple acide-base dont les deux espèces n'ont pas la même teinte. Il est nécessaire que la zone de virage de l'indicateur coloré englobe le point équivalent pour que la détermination de l'équivalence soit la plus précise possible. Prenons un exemple. Voici sur cette image différents indicateurs colorés avec la teinte qu'ils prennent en fonction du pH de la solution. Prenons le rouge de phénol. Eh bien, de pH 0 jusqu'à pH environ 7, il va teinter la solution en jaune, puis de pH 8 à pH 14, il va teinter la solution en rouge, et entre 7 et 8, eh bien, la solution sera teintée de couleur rose, qui est le mélange du jaune ici et du rouge. Bien. Alors, prenons l'exemple de dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Donc, voici ici la courbe. Quel est l'indicateur qu'il va falloir utiliser, indicateur coloré qu'il va falloir utiliser pour repérer l'équivalence, c'est-à-dire pour repérer le brusque changement de teinte au passage de l'équivalence? Eh bien, vous l'aviez sans doute trouvé, il s'agit du bleu de bromothymol. Pourquoi? Eh bien, pour le pH compris entre environ ici 2,5 et puis juste avant l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on aura une solution qui sera de couleur jaune. Puis, arrivé à 7, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir la solution qui va se teinter en vert, qui est le mélange du jaune et du bleu. Donc, dès que la solution se teinte en vert, eh bien, on sait qu'on se trouve à l'équivalence et on relève à ce moment-là le volume de base versé, qui est, dans notre exemple, environ égal à 12,5 ml. En conclusion, toujours prendre un indicateur coloré dont la zone de virage englobe le pH à l'équivalence.